pays du droit de l'homme, il n'y a pas d'égalité. Difficile à dévoluer en toute légalité. Que nous avons enduré, ils n'en ont pas la moindre idée. Bonjour et bienvenue dans l'émission Joy au pays des droits de l'homme. Cette émission explore les dimensions juridiques et philosophiques de la doctrine des droits de l'homme. C'est un corpus de textes qui dépendent des conventions internationales telles que la Convention européenne des droits de l'homme et les pactes jumelles de l'ONU sur les droits civiques et politiques et les droits économiques et sociaux. Grâce aux explications de nos experts invités, nous analysons l'application de ce droit dans le droit interne, notamment en France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un juriste et auteur, directeur général du European Center for Law and Justice, Gregor Pupink. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de droit, expert en droit international des droits de l'homme, en plus d'être le directeur de l'ECLJ depuis 2009. Bon, alors l'ONG, donc c'est le European Center for Law and Justice, Centre européen pour le droit et la justice. Nous avons un site internet qu'on peut trouver facilement, eclj.org. Donc c'est une ONG, donc une association internationale composée de juristes qui agit auprès principalement du Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme en particulier, et auprès des mécanismes autres internationaux, en particulier les Nations Unies. Donc il y a dans les instances internationales toute une série de mécanismes juridiques, quasi-judiciaires, qui permettent à des acteurs privés comme des ONG d'agir auprès de ces instances. Et donc c'est ce que nous faisons pour un certain nombre de causes. Le rôle du directeur, c'est bien sûr de concevoir, d'identifier les stratégies, les causes à défendre, à les mettre en œuvre avec l'équipe de juristes. Donc c'est vraiment un travail de participation à la vie des institutions internationales pour promouvoir des causes et faire avancer le droit, certains aspects en particulier des droits de l'homme. Votre ONG a fait venir une délégation des familles des otages retenus à Gaza. Qu'est-ce qui a motivé cette mobilisation et qu'en avez-vous retenu? C'était une expérience extraordinaire pour nous, parce que c'était bien sûr extrêmement fort au plan humain. La motivation, c'est qu'en fait, on est quand même tous aussi en Europe concernés par ce qui se passe, ce qui s'est passé le 7 octobre. Et donc, la motivation principale, c'est d'une part faire en sorte qu'on n'oublie pas l'existence de ces otages, sensibiliser les responsables politiques européens et français. Donc nous avons accompagné la délégation. En fait, nous leur avons ouvert les portes du Parlement européen, de l'Assemblée, du Sénat français, également des diplomates du Conseil de l'Europe, pour qu'ils puissent présenter leurs témoignages, exposer leurs témoignages, pour qu'on n'oublie pas donc leurs frères et sœurs qui sont encore, pour certains, emprisonnés, retenus en otage. Voilà le but principal. Un autre but qui était un petit peu secondaire, mais qui s'est révélé important, c'est aussi l'avertissement de ces frères et sœurs d'otages. Ils nous ont dit aussi, et ça c'était quand même, on l'a reçu vraiment de façon forte, ils nous ont dit aujourd'hui c'est nous, et demain ce sera vous. Ils l'ont dit plusieurs fois, je ne pensais pas qu'ils le diraient, certains le pensent, mais eux l'ont dit au Parlement, aux parlementaires. Et c'est vrai que ça nous touche parce que nous voyons bien malheureusement que les actes de violence gratuite, les assassinats gratuits, terroristes dans la rue, bien malheureusement, il y en a de plus en plus aussi en France et en Europe occidentale. Donc on voit bien que ce type de barbarie aveugle, malheureusement, n'est pas cantonné à la région d'Israël. Alors, quelle matière enseignez-vous et dans quelles universités? Alors, je ne suis pas professeur en tant que tel à titre en France. Je suis docteur en droit et je suis très souvent invité à donner des cours et des conférences. Donc, je donne des conférences un peu partout, en Europe et même dans le monde, et des cours, effectivement, plutôt dans le domaine des droits de l'homme. Alors, pendant mes études de doctorat, j'étais chargé de cours à Mulhouse et puis ensuite, après mon doctorat, à Strasbourg, en droit de l'homme, en fait, au master de droit de l'homme. Et puis maintenant, je donne également des cours dans l'ouest de la France et un cours en Pologne que je donne en langue anglaise. Donc, c'est toujours un cours sur les droits de l'homme avec un aspect aussi pratique sur le plaidoyer, les techniques de plaidoyer, donc les techniques en anglais, on appelle ça l'advocacy, comment agir auprès des instances internationales. Le but étant de former une nouvelle génération à la compréhension des droits de l'homme, parce qu'en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que les jeunes aujourd'hui que l'on voit, ils sont nés
dans les droits de l'homme comme un poisson né dans l'eau. Donc en fait, ils n'ont aucun recul. Ils sont dans les droits de l'homme sans recul à l'égard des droits de l'homme. Donc ils ne savent pas d'où ils viennent. Souvent, je leur pose la question, est-ce que vous savez comment a été rédigée la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Si vous posez une question à n'importe quel enfant, juif ou chrétien, sur sa religion, il connaît l'origine de sa religion. Il sait les commandements, à quelles occasions, quand ça a été révélé, ils connaissent parfaitement. C'est-à-dire que l'histoire de la religion est essentielle dans la compréhension. Et voilà. Donc, en revanche, les droits de l'homme, qui sont un peu la religion contemporaine, eh bien, la nouvelle génération est complètement ignorante. Et c'est assez étonnant. Donc, ils l'acceptent ou pas, mais en tout cas sans aucune connaissance et recul critique. Donc l'idée, c'est de leur enseigner l'origine des droits de l'homme, la pensée des droits de l'homme, l'évolution des droits de l'homme, pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent vivre leur vie dans notre époque avec une compréhension de ce système moral universel. C'est un petit peu l'idée de cette émission, justement, de vulgariser, entre guillemets, les droits de l'homme et pour expliquer que c'est un vrai corpus de droits, que ce n'est pas simplement politique, mais que ce sont des droits et qui sont applicables dans les droits internes. C'est ça. Alors, vous êtes également le représentant du Saint-Siège au Conseil de l'Europe. En quoi consiste ce rôle ? Alors, je suis un représentant, pas le représentant. Le représentant, c'est Monseigneur Marco Ganzi. Moi, je suis un expert pour le Saint-Siège, c'est-à-dire que je représente le Saint-Siège dans différentes commissions d'experts depuis maintenant plus de 20 ans, à Strasbourg, principalement au Conseil de l'Europe, et j'interviens parfois aussi dans d'autres institutions pour le compte du Saint-Siège. Le Saint-Siège est un État, donc reconnu internationalement, donc il est aux Nations Unies, il est aussi au Conseil de l'Europe avec un statut d'observateur. Et donc le rôle du Saint-Siège, c'est de participer aux discussions diplomatiques, à l'élaboration des normes, mais avec une approche différente des États. Les États ont des intérêts en général matériels à défendre, économiques et autres. Le Saint-Siège essaye d'avoir une voix indépendante des intérêts matériels, une voix qu'elle veut prophétique, morale, qui dépasse les intérêts des États. Et donc c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, on peut participer au même titre que la France, l'Allemagne, l'Azerbaïdjan, autrefois la Russie, la Turquie, au débat, mais avec une grande liberté, puisqu'on n'a pas ces contraintes que peuvent avoir des pays comme la France, et que en fait, le rôle principal, c'est, s'agissant en particulier des droits de l'homme, d'essayer de continuer à expliquer aux nations une bonne et juste compréhension des droits de l'homme fondée sur la vraie anthropologie. Et ça, c'est le rôle, on va dire, du Saint-Siège dans ces institutions. OK. Alors, vous avez aussi travaillé auprès de l'OSCE. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de cette organisation et qu'est-ce que vous y avez fait ? Alors oui, donc l'OSCE, c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. C'est une organisation qui a été fondée après les accords d'Helsinki dans les années 70. C'était au départ une organisation qui avait pour objectif de diffuser les droits de l'homme et la démocratie dans les pays communistes, l'Europe de l'Est. Donc il y avait eu un accord à l'époque avec deux volets, un volet portant sur la sécurité, donc c'est toute la dimension sécuritaire de l'OSCE, et un volet portant sur les droits de l'homme. Moi j'ai participé aux travaux de la dimension qu'on appelle humaine, c'est la dimension droits de l'homme de l'OSCE, et en particulier j'ai été membre du panel d'experts de l'OSCE sur la liberté de religion. Alors c'était quoi ? Ce panel d'experts, c'est un groupe d'une douzaine de personnes nommées par l'OSCE pour conseiller les gouvernements en matière de législation relative à la liberté de conscience et de religion. C'est-à-dire que si vous avez un pays comme la Bulgarie, la France, l'Allemagne, qui veut faire une loi qui touche aux droits des religions, eh bien, ces pays peuvent nous consulter pour demander est-ce que notre loi est correcte, est-ce qu'elle respecte les normes de droit international en la matière. Donc on a un rôle consultatif, on va aussi produire nous-mêmes des normes. Alors on appelle ça en droit la soft law, donc c'est des normes souples qui vont en fait principalement éclairer l'action des gouvernements. Donc c'était ce rôle. Alors au sein de ce comité d'experts, vous avez en fait des experts dans la matière pour la plupart des experts dans le domaine des droits de l'homme et du droit de la liberté religieuse et de conscience, mais vous avez aussi une certaine représentativité. Ça veut dire que derrière les experts qui sont tous indépendants, certains, en fait, on sait, ils sont plutôt là,
au titre de telle ou telle confession ou de tel mouvement libre-penseur ou autre. Donc il y a une certaine représentativité quand même des tendances religieuses et non religieuses qui existent en Europe. Et c'est ce groupe-là qui doit élaborer donc ces normes. Voilà, donc c'était intéressant de participer à ce comité. C'est un peu comme d'autres comités qui existent au Conseil de l'Europe. OK. Alors, j'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur vos ouvrages. Alors, votre ouvrage publié en 2018 m'a particulièrement interpellée par son nom, « Les droits de l'homme dénaturés ». L'adjectif « dénaturé » étant au singulier, c'est l'homme qui serait dénaturé, non pas les droits de l'homme, ou est-ce les deux? Non, c'est d'abord l'homme. Vous savez, les droits de l'homme, on dit souvent que les droits de l'homme sont une forme de reflet du droit naturel. Qu'est-ce que le droit naturel? Ce n'est pas le droit des animaux, c'est le droit qui découle de la nature humaine. Qu'est-ce que la nature humaine? C'est l'anthropologie, c'est ce qu'est l'homme. Qu'est-ce que l'homme? L'homme, on ne parle pas du français en particulier, on parle de l'homme en général. Qu'est-ce que l'homme? Et de la compréhension de ce qu'est l'homme, donc de la nature de l'homme, eh bien, on va déduire un certain nombre de besoins essentiels de l'être humain. Et ces besoins essentiels de l'être humain, manger, être en bonne santé, recevoir une éducation, chercher la vérité, pouvoir prier, étudier, s'associer, ces besoins essentiels qu'a tout être humain pour pouvoir effectivement vivre dignement, eh bien, on les protège ensuite comme des droits de l'homme. Donc c'est ce lien qui existe entre le contenu des droits de l'homme et la définition, la compréhension de la nature humaine. Mais si la compréhension de la nature humaine change, alors le contenu des droits de l'homme change. Il y a une corrélation qui est nécessaire entre les deux. Et parler de homme dénaturé, eh bien, c'est cette idée qu'aujourd'hui, l'homme moderne, en tout cas occidental, perd la conscience de la nature humaine pour affirmer effectivement sa capacité à dépasser cette condition humaine, cette nature humaine. La dépasser comment? La dépasser, c'est bien connu, par exemple, par le transhumanisme, où on veut transformer même le corps, les capacités humaines, la nature humaine pour se rendre plus, pas éternel, mais en tout cas, changer nos capacités. C'est aussi le rapport au corps, la question du transsexualisme qui est très forte aujourd'hui. L'idée même de l'euthanasie. Affirmer que la faculté de se tuer soi-même serait un droit de l'homme, en fait, c'est une révolution anthropologique. Ça change complètement, ça implique un changement complet dans la conception de ce qu'est l'homme et de ce qu'est sa dignité. Donc c'est d'abord la conception de l'homme qui est changée, c'est la nature humaine, la compréhension de la nature humaine qui est transformée, d'où cette dénaturation, et qui entraîne ensuite, et qui explique, l'évolution des droits de l'homme. Si aujourd'hui, l'avortement ou l'euthanasie sont présentés comme des droits de l'homme, c'est parce qu'en fait, c'est la compréhension de ce qu'est l'homme qui a radicalement changé depuis 1948, lorsque la Déclaration universelle des droits de l'homme est adoptée. Et à l'époque, il était évident pour tous que jamais l'euthanasie ou l'avortement serait un droit de l'homme. Donc pour que l'on passe comme ça du jamais en disant non, l'avortement et l'euthanasie sont des violations des droits de l'homme, c'est ce qu'on disait à l'époque, à dire aujourd'hui l'inverse, non, l'avortement et l'euthanasie sont des droits de l'homme, il faut bien qu'il y ait une révolution anthropologique. Et c'est ce que ce livre, donc Les droits de l'homme dénaturés, explique. Alors, l'article premier, c'est le droit à la vie. Et pourtant, là, vous évoquez un droit à la mort. Entre guillemets, vous ne trouvez pas que c'est un peu contradictoire, cette évolution? Voilà, alors ça expose, effectivement, ça révèle une contradiction, un renversement, je dirais, de la compréhension de ce qu'est l'homme. Et c'est effectivement tout le contenu de ce livre est de montrer, d'expliquer ce renversement. Et il faut remonter assez loin pour le comprendre. Si vous dites que le droit à la vie est le premier droit, c'est aussi une responsabilité. Les droits de l'homme, c'est jamais uniquement des droits. Au plan philosophique, en tout cas du point de vue du droit naturel, c'est d'abord un devoir. Il existe le droit des parents à éduquer leurs enfants dans le respect de leur religion, c'est un droit. Si ce droit existe, c'est parce qu'en fait, d'abord, il y a le devoir des parents d'éduquer. S'il existe le droit à l'éducation, c'est aussi parce qu'on a ce devoir d'apprendre. Donc il y a cette idée qu'il y a un devoir. Le droit à la vie, le respect de la vie des autres, c'est pas seulement le devoir de ne pas tuer les autres, c'est aussi le devoir de respecter sa propre vie, parce que les droits de l'homme sont mutuels. Je respecte le droit de mon prochain, aussi par respect pour moi-même. C'est par respect pour moi-même que je ne vais pas porter atteinte à l'autre.
Et donc, le droit à la vie, c'est cette idée-là aussi. Je ne vais pas porter atteinte à la vie de l'autre, mais en même temps, cela implique que je ne porte pas atteinte à ma propre vie. Et c'est là où ça devient un petit peu difficile. Parce que l'idée qu'on ne soit pas maître de sa propre vie, de son propre corps, ça va à l'encontre de la conception actuelle, contemporaine de l'autonomie. Cette conception de l'autonomie, elle est vraiment nouvelle. Elle s'est développée donc, dans les dernières décennies, mais elle n'était pas contenue dans la compréhension première des droits de l'homme. Pour parler simplement, il y a eu un changement important. 48, c'est l'intégrité qui prime, l'intégrité du corps humain, et l'idée qu'une personne ne peut pas porter atteinte à son propre corps. Donc ma volonté ne peut pas s'exercer contre mon corps, d'où l'interdiction de la prostitution, l'interdiction des mutilations volontaires, de vendre des organes, l'interdiction de se tuer, même du suicide initialement, et par extension de l'euthanasie, et aussi la question de l'avortement. Je ne peux pas, par ma volonté, agir contre mon corps. Eh bien, aujourd'hui, on a abandonné ce principe de non-disponibilité du corps, d'indisponibilité, pour mettre en avant celui, au contraire, de droit à disposer de son corps. Et ce droit à disposer de son corps, c'est rien d'autre que l'affirmation du pouvoir de la volonté sur son propre corps. Et ce droit à disposer de son corps, il s'exerce dans toutes les dimensions, y compris l'euthanasie. Donc il y a vraiment un renversement de l'indisponibilité au droit à disposer de son corps. Et ce renversement, c'est un renversement des hiérarchies. Ce n'est plus le droit à la vie qui est premier, c'est le respect de la volonté individuelle, de l'autonomie, indépendamment du corps. Par contre, la peine de mort était tolérée au début de la CEDH et aujourd'hui est interdite. Mais pour les mêmes raisons. Parce que la peine de mort, ça va contre la volonté de la personne. Si on veut respecter la volonté de la personne, on ne va pas lui imposer la mort. Voyez-vous ? Donc on va simplement, effectivement, minimiser. Mais par contre, si vous avez un prisonnier, comme c'était le cas en Belgique dans une affaire à la CEDH, un prisonnier à perpétuité qui veut mourir, qui demande l'euthanasie, il a droit alors à l'euthanasie. Parce que là, il veut bien, c'est lui qui veut mourir. Donc c'est vraiment ce qu'on respecte, c'est la volonté sur le propre corps de la personne. Et de la même manière, on arrive à ces situations contradictoires, encore une fois relatives à l'avortement. Dans un cas, c'est un droit, dans l'autre cas, c'est un crime. Si on force une femme à avorter, c'est un crime. Inversement, si on l'empêche, c'est aussi un crime. Donc un droit ou un crime. Pareil pour l'euthanasie et la peine de mort du prisonnier. C'est vraiment la volonté maintenant qui prime. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la dignité qui sous-tend les droits de l'homme est devenue subjective. Aujourd'hui, c'est chacun qui définit sa propre dignité. C'est plus une conception commune et universelle de la dignité. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant de grandes divergences dans la compréhension des droits de l'homme entre les pays occidentaux et le reste du monde, qui, eux, ont conservé une conception plus objective de la dignité. Alors, vous avez également publié un article sur les violations de la liberté religieuse pendant le Covid. De quelles violations s'agit-il ? En fait, il y a eu... J'ai fait un article sur les atteintes et les restrictions à la liberté de religion pendant le Covid. Ça, c'est bien connu parce que les lieux de culte ont été fermés de façon parfois brutale, longue, parfois non justifiée ou de façon incohérente, parce qu'on sait bien que les mêmes règles se sont appliquées, par exemple, quelle que soit la taille du lieu de culte, que ce soit pour une grande synagogue comme ici ou pour une petite salle de prière. On voit bien. Donc, il y avait cette expérience douloureuse pour tous les croyants, toutes les personnes religieuses, de ces atteintes importantes. Et j'ai voulu, avec mon équipe, nous avons voulu faire un bilan et une analyse approfondie de ces atteintes et de leur traitement juridique postérieur. Voilà, donc c'est une analyse de ce qui a été fait dans les différents pays, parce que j'ai pu accéder, en fait, par mon travail à du droit comparé entre les pays européens sur les restrictions, et donc voir que dans tel pays, on a beaucoup plus restreint que dans d'autres. Qui décidait ? Est-ce que c'est l'État qui décide seul, ou est-ce que l'État doit entrer en relation avec les responsables religieux pour que ce soit les responsables religieux eux-mêmes qui appliquent des règles décidées de façon concertée ? Donc ces questions-là, voilà, quelle approche de l'État ? Une approche dirigiste unilatérale, une approche au contraire de concertation, restriction complète, ou voilà. Moi-même à Strasbourg, j'avais organisé une manifestation pour la liberté de culte avec mes collègues, parce qu'effectivement ça nous paraissait vraiment excessif. Eh bien la préfecture de Strasbourg nous a envoyé un courrier nous interdisant
à l'occasion de cette manifestation, de prier. Ah. Voilà. Et je précise, pour eux, c'était quoi la prière? Ils ne savaient pas très bien. Ils ont dit même à genoux, mettre à genoux, ou même en silence. Donc, on a reçu, de la part de la préfecture de Strasbourg, une interdiction de prier en silence dans la rue. Vous imaginez? Alors, bon, en fait, ça montre à quel point ils sont ignorants. J'ai demandé à la responsable de la sécurité du département qui était là, c'est quoi pour vous la prière? C'est quoi? Alors, elle n'a pas su dire. Je dis, voilà, en fait. Donc, on a quand même prié. On a récité un chant, etc. On s'est mis à genoux. Il ne nous est rien arrivé. Mais ça montre en fait qu'il y a une incompréhension complète. Parce que pendant le Covid, on avait le droit de manifester dans les rues. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pas le droit de prier dans les églises. Alors, par extension, les autorités avaient dit, comme vous n'avez pas le droit de prier dans les églises, vous n'avez pas le droit non plus de prier à l'occasion d'une manifestation. Donc, vous pouvez manifester dans la rue avec des slogans quelconques, mais vous ne pouvez pas faire la même chose en organisant une prière. Et donc, voilà, donc c'était effectivement toutes les incohérences qui ont été extrêmement nombreuses pendant cette période de crise. Et il est important de revenir dessus avec un regard froid pour préparer aussi peut-être la prochaine crise et savoir comment mieux réagir la prochaine fois. S'agissant du financement des experts de l'ONU, vous avez conclu que des fondations privées financent directement des experts de l'ONU pour que ceux-ci rédigent des rapports allant dans le sens voulu par ces fondations privées. Aujourd'hui, on entend beaucoup de voix appeler de leur vœu des experts indépendants pour constater la situation sur le terrain à Gaza. Pensez-vous que des experts onusiens peuvent être réellement indépendants? Certains, oui. Je suis convaincu que certains peuvent parfaitement être indépendants, même s'il est difficile d'arriver à ce niveau de pouvoir en étant vraiment indépendant de la politique, puisqu'il faut nécessairement être soutenu par des gouvernements pour être à la fin élu à ces fonctions. Mais oui, je pense que certains experts sont indépendants, mais l'indépendance, c'est une chose, l'indépendance objective, ça veut dire à l'égard de tiers, d'institutions. Ensuite, il y a l'indépendance qu'on appelle subjective, ça veut dire la question de l'impartialité, des a priori, etc., qui est une question différente. Les experts ont aussi forcément leurs propres convictions. D'ailleurs, souvent, les experts sont issus d'ONG, d'associations ou alors d'universités. Donc, ils peuvent arriver avec des a priori et être nommés pour ça. Par exemple, je reviens sur la question de l'avortement, excusez-moi, mais l'experte actuellement sur le droit de la santé, c'est une médecin africaine qui a été élue précisément parce qu'elle soutient et pratique l'avortement, qu'elle qualifie elle-même comme un acte radical d'amour de soi-même. Vous imaginez? Donc, en fait, elle a été élue pour ça. Donc, on va aussi élire parfois des experts en raison de leur position. On veut quelqu'un qui soit favorable, par exemple, à la cause palestinienne, on va nommer quelqu'un dans ce sens, ou sur d'autres sujets. S'agissant du rôle des fondations, nous avons démontré dans notre rapport donc sur le financement des experts des Nations Unies que, d'une part, un certain nombre de ces experts reçoivent des financements en dehors des règles de l'ONU, de façon directe de la part de grandes fondations comme la Fondation Ford, la Fondation Open Society et d'autres. Et que ces fondations accompagnent ces experts jusqu'à la publication du rapport. Nous avons même trouvé la preuve que la Fondation Open Society de M. Soros verse des centaines de milliers de dollars, je cite, dans leurs propres documents, pour influencer. Pour influencer. C'est une citation des experts des Nations Unies. Nous avons aussi vu comment la Fondation Ford finance simultanément différents experts pour qu'ils fassent des rapports sur des sujets particuliers. Donc il est vrai, et ça c'est important d'en être conscient, au niveau international, une forme de collusion entre certaines grandes fondations privées et certains experts des Nations Unies. Pourquoi? Simplement parce que les grandes fondations privées ont des moyens financiers considérables, qu'elles veulent exercer une influence politique internationale dans le domaine des droits de l'homme et que souvent les experts internationaux sont eux-mêmes issus de ces fondations. Oui, on le voit même au niveau de la CICR, actuellement à Gaza, qui n'ont pas du tout aidé les familles des otages, ni rendu visite aux otages,
Par contre, ils sont là pour apporter de l'aide aux Palestiniens. C'est ça. Alors là, c'est une chose effectivement particulièrement scandaleuse. Les familles, les frères et sœurs d'otages que nous avons reçus nous ont révélé le fait que, selon eux, effectivement, la Croix-Rouge n'a pas rendu de visite aux otages depuis le début, alors qu'elle est active et qu'elle agit dans la bande de Gaza, et donc elle a forcément des relations avec les autorités du Hamas, ce qui est inévitable et nécessaire pour agir à Gaza. Donc c'est un fait. Le deuxième fait qui est problématique, c'est que non seulement la Croix-Rouge n'a pas agi, semble-t-il, auprès des otages, mais en plus elle ne s'est pas exprimée à cet égard. Et là, c'est encore une fois évidemment cause de grande angoisse pour les familles, puisque certains otages ont besoin de médicaments, certains otages sont blessés. Et donc, voilà. Alors la conséquence je pense que c'est l'une des conséquences de notre action avec d'autres au Parlement européen, c'est que la présidente du CICR s'est rendue, là, je crois, donc en Israël avant-hier pour précisément rencontrer des familles d'otages et pouvoir les rencontrer et leur parler. Donc voilà, il y a quand même peut-être des développements, mais oui, les institutions internationales sont des institutions politiques. Et donc il y a aussi, comme dans toutes les institutions politiques, foncièrement des rapports de force qui existent. Voilà. Donc c'est le cas en particulier aux Nations Unies, c'est aussi le cas dans les autres instances européennes ou internationales. J'ai une question par rapport... j'ai vu une des otages témoigner du fait qu'elle allait porter plainte contre le CICR. Quelle avenue judiciaire va-t-elle prendre ? Alors, je n'ai pas été informé de cette initiative, donc je ne sais pas quelle est la voie, mais considérant que le CICR jouit quand même certainement d'un statut de droit international, ce ne sera pas évident de pouvoir former une plainte, donc il faut voir les mécanismes qui existent de recours interne. Donc il y a cette possibilité. C'est évidemment une possibilité intéressante. D'autres projets de recours en droit international ou en droit interne sont aussi envisagés actuellement en Europe, notamment des recours initiés par des familles de victimes du Hamas de nationalité européenne, qui pourraient très bien aussi poursuivre les dirigeants du Hamas devant des juridictions européennes en raison de... Voilà. Donc il y a tout un tas d'initiatives judiciaires qui sont envisagées, y compris à l'égard du Qatar, à ma connaissance, puisque le Qatar est de certaine manière complice du Hamas, puisqu'il le finance et qu'il les abrite ses responsables. Des initiatives, des recours sont envisagés à l'égard du Qatar pour complicité. Quand vous parlez de droit interne, ce serait le droit interne d'un des pays de l'Union européenne, par exemple ? Très clairement, si vous avez parmi toutes les victimes du 7 octobre, vous avez de nombreuses personnes qui avaient une nationalité européenne. Donc, il est tout à fait normal que leurs autorités judiciaires nationales européennes agissent pour chercher les responsables et poursuivre les responsables de leur mort. Et donc, ça suppose effectivement ensuite, à la fin, de remonter jusqu'aux responsables de ceux qui ont diligenté l'opération du 7 octobre, y compris les grands chefs qui sont parfaitement identifiés et qui assument la responsabilité de ces actes et qui sont au Qatar.